donc le mot co-vide, vraiment on s'est dit, mais c'est représentatif du Covid ou de la Covid, mais c'est peut-être représentatif de toute pandémie. C'est-à-dire que tout à coup, il y a une attaque du collectif. Le collectif se vide. Bienvenue dans la matrescence. Dans ce podcast, on part à l'aventure. L'aventure la plus merveilleuse et difficile de la vie, la parentalité. Laissez-vous embarquer au travers des épisodes qui explorent toutes les facettes, des plus complexes aux plus fun, du monde des parents. Apprenez, riez, pleurez, découvrez et débattez en écoutant la matrescence. Nous avons une mission, vous donner des clés pour vous accompagner à n'importe quelle phase de votre parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte depuis mars 2019 déjà. Je suis ultra curieuse, très enthousiaste, mais beaucoup trop bordélique. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui m'aident à me remettre en question quotidiennement. Et dans une autre vie, j'ai été journaliste sportive à la télé et aujourd'hui, je vous aide à rayonner dans votre parentalité. Abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, let's go! Le Covid-19 a bouleversé nos vies. Il y aura toujours un avant et un après mars 2020. Mais malgré l'ampleur du choc collectif, peu d'études se sont penchées sur l'impact réel de cette période sur les enfants et les adolescents. La société a beaucoup exigé du personnel soignant, normal, des enseignants, mais aussi des tout-petits. Et pourtant, leur vécu est resté largement invisible. Aucune reconnaissance et surtout, aucun discours politique ne leur a été adressé directement. Ce vide est aujourd'hui comblé par un collectif de psychologues mené par Marine Schmoll qui publie un ouvrage essentiel réunissant leurs constats de terrain. Dans cet épisode, nous revenons ensemble sur cette période marquée par les confinements successifs, l'isolement, le port du masque, la détresse émotionnelle et le silence des institutions à l'égard des plus jeunes. Un retour nécessaire sur une période qui, pour beaucoup, a laissé des traces indélébiles. Je vous souhaite une très bonne écoute. Prenez soin de vous. Salut Marine. Bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va, merci. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui dans la matrescence parce que j'avais envie d'aborder ce sujet depuis tellement longtemps. Donc merci d'avoir sorti un livre sur les conséquences du Covid dans la petite enfance et l'enfance pour parler de tous les confinements, déconfinements, restrictions qu'on a vécues. On va longuement en parler, mais d'abord j'avais envie de comprendre pourquoi est-ce que tu as déjà voulu devenir psychologue. Ça vient d'où? Alors déjà, je te remercie de nous prêter l'antenne pour parler de ce sujet. On en reparlera peut-être. C'est pas toujours évident. Ça n'a pas toujours été évident de pouvoir en parler. Donc, un grand merci. Voilà. Et après, alors, être psychologue, si je reviens en arrière, ça fait une quinzaine d'années que j'exerce. Et en fait, moi, j'ai pas voulu tout de suite être psychologue. D'abord, j'ai voulu faire des études de littérature. Donc, vraiment, lire, écrire, pour moi, c'était fondamental. Finalement, j'ai bifurqué en me disant, je reviendrai à la littérature ou à l'écriture un jour. Et tu vois, ça s'est concrétisé notamment cette année avec ce livre-là. Je me suis dit, j'étudierai un petit peu au niveau psychologique les textes de la littérature. Et notamment les grands mythes et tout ça, ça me passionnait, etc. Bref, parce que ça disait des choses tellement importantes sur la psychologie des humains que voilà, je m'étais dit, j'y reviendrai un jour. Bon, le temps a passé. J'ai fait des études de psychologie. D'abord parce que comme tout psychologue, il y a des éléments de la vie qui t'amènent sur ce parcours-là. Et en même temps, j'ai tout de suite eu envie d'aller vers la petite enfance et la parentalité. Je comprenais pas tout de suite pourquoi. Et c'est vraiment comme beaucoup de psychologues que petit à petit, on comprend pourquoi on y vient avec des éléments personnels et puis direct ou indirect, transgénérationnel parfois. Et voilà, il se trouve que moi, la petite enfance, ça a eu du sens. Et voilà, et donc j'y suis venue petit à petit. Et en même temps, sur les bancs de la fac, je me disais, mais c'est fou comme tout le monde peut apprendre des choses sur soi et sur l'autre et sur l'être humain. Et je me disais, mais pourquoi tout le monde ne fait pas des études de psychologie? On devrait avoir un socle commun en psychologie, en vrai. Ça devrait être important à l'école de comprendre ça, comment on fonctionne, ce que ça veut dire, une émotion juste. En psychologie, en philosophie, voilà, c'est des choses essentielles aussi. Alors, on s'intéresse aujourd'hui à ce thème très particulier des confinements, du Covid. Alors, je dis le Covid, je suis désolée, je n'arrive pas à passer à la Covid, mais je crois que c'est... Et l'ouvrage que tu as écrit et supervisé, parce qu'il y a d'autres psychologues qui ont participé.
Pourquoi est-ce que tu t'es intéressée spécifiquement à ce thème du Covid, des confinements et de la conséquence sur la petite enfance ? Alors déjà, effectivement, on est 19, voire 20 si on compte l'association comme auteur, donc l'Association nationale des psychologues petite enfance. Et déjà, je le précise parce que je pense que j'aurais pas pu l'écrire seule. Je l'ai coordonné, ce livre, j'ai écrit plusieurs chapitres. C'était vital presque pour moi d'écrire pendant cette période et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Mais c'est vrai que je pense que j'aurais pas pu le porter seule. On est de nombreux auteurs à y avoir contribué et c'était vraiment important. C'était aussi une forme de résistance et de résilience pendant le Covid, de pas être tout seul à écrire et d'être en collectif. Et voilà. Après, ce qui m'a amenée, je dirais d'abord en tant que maman. Moi, j'étais maman de jeunes enfants pendant le Covid et j'ai trouvé que déjà en tant que parent, ce qui se passait là était complètement inédit. Ça venait toucher des choses essentielles, parfois des acquis fondamentaux qu'on avait en tant que parents, et pour nos enfants, des acquis fondamentaux, on y reviendra sûrement, l'école, la collectivité, la possibilité d'être relativement libre, etc., de savoir ce qu'on souhaite pour nos enfants ou pas, etc. Et voilà, donc c'est vrai que là encore, j'étais pas seule. On était plusieurs psychologues à penser les choses, vraiment, mais on s'est dit, là, il y a quand même quelque chose de particulier dont il n'était pas toujours facile de parler avec d'autres parents, mais voilà, c'était quand même possible. Et puis, en tant que psychologue de la petite enfance, c'est vrai qu'on s'est dit, c'est étonnant, c'est la tranche d'âge la moins touchée sur le plan strictement viral. Vraiment, c'était le paradoxe du moment, c'était la moins touchée. Et pourtant, c'est quasiment à eux qu'on s'est adressé en premier. Tu vois, les jeunes enfants et les bébés et les parents. Quand le président de la République parle le 12 mars 2020 et s'adresse aux Français, il dit, en fait, d'abord, on va fermer les crèches et les écoles. Et il s'adresse aussi aux personnes âgées. Donc, je pense qu'il y a des points communs entre ce qui s'est passé pour les plus jeunes et les moins jeunes de la société. Mais en tout cas, il s'est adressé à eux. Enfin, il ne s'est pas vraiment adressé à eux, d'ailleurs. Oui. On va en parler après, mais c'est vrai. Voilà, il les a inclus dans les mesures qu'il allait prendre, mais il n'a pas dirigé son discours vers eux. Tout à fait. Mais en tout cas, c'est à eux qu'on a dit d'abord, vous restez chez vous, vous arrêtez un certain nombre de droits, un certain nombre d'habitudes, etc. Ce qui a amené du positif aussi, hein, on pourra en parler. Mais en tout cas, cette période de confinement, et en tout cas d'arrêt des activités habituelles, c'est à eux, il ne s'est pas adressé directement à eux, mais c'est envers eux que ça s'est agi en premier. Donc, il y a ce paradoxe-là. Et en même temps, nous, on est psychologues de la petite enfance. On accompagne dans les lieux d'accueil enfants-parents, dans les PMI, même si on était plus ou moins à l'arrêt, plus ou moins en distanciel aussi, etc. Mais après, on a repris vraiment nos postes sur le terrain. On s'est dit, ce sont des lieux clos quand même ce qui se passe dans les familles, ce qu'on nous raconte en consultation, etc. Ce sont des lieux clos pour le reste du monde, y compris pour les chercheurs. C'est une mise à l'arrêt tout d'un coup. Alors qu'on a une somme d'informations qui arrivent, il y a peut-être quelque chose à en dire ou il y aura peut-être quelque chose à en écrire un jour, voire à transmettre. Donc, on s'est mis à la table, on s'est mis à écrire, à raconter, à en parler entre nous tout simplement au début dans des ateliers, etc. Et puis, petit à petit, à diffuser quand on pouvait, quand on nous laissait ouvrir cette porte, quand quelqu'un était intéressé, etc. Oui, donc c'est... collectivement, depuis le mars 2020, vous avez commencé à coucher sur papier ce qui se passait pour laisser une trace, j'imagine. Oui. Et puis, avec du recul, après, tu as pu donc diriger cet ouvrage et tirer des leçons. Peut-être juste pour te dire, pour préciser, pour laisser une trace, mais je pense que au tout début, c'était pas pour laisser une trace, c'était pour nous déjà. Ah oui. Parce que tu vois, de processer ce qui est en train de se passer. Voilà. Ouais. Parce que tu vois, en tant que psychologue, on est obligé, et c'est vraiment notre travail au quotidien, de faire la part des choses entre ce qu'on ressent nous, ce qu'on vit nous, et ce qu'on va projeter sur les patients, et ce que vivent les gens. Et donc, comme je te disais, moi, j'étais mère en plus à ce moment-là. Certains étaient parents, grands-parents, etc. Leurs enfants à l'autre bout du monde, etc. Pour les enfants plus grands, etc. Il fallait quand même qu'on puisse prendre du recul. Et alors qu'on vivait la même période que nos patients ou nos petits patients. Donc, c'était aussi un moyen de prendre du recul avant tout. Et ensuite, de laisser une trace. Dans l'ouvrage, tu nommes le Covid en l'écrivant co-vide. V-I-D-E. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que tu fais ce petit jeu de mots ? Oui. Alors, merci de le citer en tout cas, parce que c'est pareil, c'est une expression qui nous est venue, mais on n'est pas les seuls. Ça a circulé dans des textes à ce moment-là, tu vois, ne serait-ce que des articles, qui ont circulé à ce moment-là, qui ont été écrits quand même. Il y a eu des revues qui ont publié des choses.
on s'est dit, tiens, si ça vient à plusieurs psys, c'est peut-être pas pour rien. Moi, j'ai une collègue aussi très proche qui me parlait de ce concept-là. On en discutait, on me disait, mais il y a quelque chose autour de ce jeu de mots, entre guillemets, en tout cas ce qu'on appelle un signifiant, en psychologie et notamment en psychanalyse, qui vient dire quelque chose du fond. Dans la forme, le mot, il vient dire quelque chose du fond, de ce qu'on vit à ce moment-là. Donc le mot « co-vide », vraiment, on s'est dit, mais c'est représentatif du Covid ou de la Covid, mais c'est peut-être représentatif de toute pandémie. C'est-à-dire que tout à coup, il y a une attaque du collectif. Le collectif se vide. C'est-à-dire vraiment les confinements, etc., c'est quand même typique de toutes les pandémies. Le fait qu'on ne puisse pas se rassembler, qu'on ne puisse pas être en lien, c'est vraiment typique de toute pandémie de toute façon. Et en même temps, il y a aussi, dans le Covid, il y a une attaque des liens au sens psychique. C'est-à-dire, ça attaque notre pensée, ça attaque notre capacité à faire des liens tout court. C'est ça la pensée, c'est faire des liens. Est-ce que ça touche aussi les bébés et les jeunes enfants? C'est quelque chose sur lequel on pourra revenir. Mais en tout cas, voilà, le Covid, ce serait une forme d'attaque des corps et des liens typique de toute pandémie. Voilà. Moi, je pense que quand on lit ce mot, on s'imagine tous le vide que ça a laissé quand même de devoir abandonner notre quotidien, nos habitudes, nos rituels du jour au lendemain et de s'adapter à quelque chose de différent. Je crois aussi, en lisant ton ouvrage, c'est que on a tous un peu, toutes et tous, une mémoire sélective, c'est-à-dire que j'avais oublié plein d'épisodes. C'est resté assez gravé en moi le premier confinement de 2 mois, où il y avait une espèce d'anormalité parfois pour certains joyeuse et un peu hors du temps. Et après, la lassitude s'est instaurée, donc on a eu du mal à, je crois, se souvenir de tous les épisodes où on a dû être confinés ou pas. Est-ce que tu peux nous recontextualiser justement ce qui s'est passé pendant ces 2 années? Parce que c'est 2020-2022 quasiment où ça se termine, où on a vécu sous cloche, un peu. Oui, alors je peux recontextualiser, mais peut-être un petit mot sur l'oubli. C'est vrai qu'on en a parlé aussi dans notre livre. C'est un phénomène qui a eu lieu pendant la pandémie, pendant le Covid. C'est un phénomène qui a lieu dans tout événement intense, collectif notamment, de nos vies. Je vais faire un parallèle, je ne sais pas si ça a lieu d'être, mais c'est un phénomène qu'on a étudié dans les concerts de Taylor Swift. Je sais, j'allais te dire, je suis sûre que tu vas me parler de Taylor Swift, ce blackout que les fans font. C'est ça. Donc voilà. Mais en tout cas, on s'est aperçu, même nous, qui avons planché sur le sujet, tu vois, de manière un peu obsessionnelle pendant des mois, des années, etc. En fait, on oubliait au fur et à mesure de quelle période on parlait, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, etc., l'accumulation des protocoles qu'on a vécus. Donc, il y a un chapitre à la fin du livre qu'on a mis un peu en annexe, mais qui est pour nous essentiel, qui a été écrit par l'une d'entre nous, Camille Bacle, qui retrace toutes les dates. Parce qu'on s'est dit, c'est un travail historique aussi, de pouvoir recontextualiser et se rappeler. Et pour ceux qui en ont besoin, on peut aller recontextualiser. Après, même ce travail-là, elle a eu besoin de l'écrire sous forme de récit. Un petit peu imaginaire, tu vois, et créatif, parce qu'en fait, c'est très fastidieux, et je pense que c'est coûteux d'aller rechercher dans notre mémoire tout ce qui s'est passé là aussi. Bref, ça, c'était un petit aparté. Ce que je peux dire, c'est que nous, on a découpé en 3 grosses périodes le livre, mais on pourrait écrire 4 périodes. Après, c'est notre découpage à nous, on peut le découper autrement. Nous, on s'est dit, il y a le confinement. Il y a le premier confinement, donc vraiment mars 2020. Et on a découpé cette période jusqu'à septembre, on va dire 2020, on pourrait dire jusqu'à l'été 2020, parce que c'est vraiment l'inédit. C'est vraiment le premier grand confinement dont tout le monde, je pense, quand même se rappelle. On se rappelle moins du 2e confinement ou du 3e. Et c'est vraiment une période où il s'est passé un certain nombre de choses assez incroyables et assez... à la fois sidérante et créative. Enfin voilà, c'est une période en soi pour nous. Et psychiquement, je pense qu'on peut vraiment le retrouver même dans les travaux, etc. Donc le premier grand confinement. Ensuite, il y a une longue période pour nous qui s'étend de septembre 2020. D'ailleurs, je crois qu'octobre, c'est l'arrivée des masques dans les écoles. Voilà. Qui est très longue comme période pour nous, elle va jusqu'à 2022, jusqu'à presque le printemps 2022, où là, il y a eu la succession des couvre-feux,
du deuxième confinement, de recouvre-feu ou en tout cas des mesures d'urgence qui s'éternisent. Je veux dire, quand on parle de 2 ans et demi de mesures d'urgence, c'est quand même pas rien, c'est des mesures chroniques en fait. Et puis le troisième confinement, etc. Et puis on voit qu'on s'en sort pas en fait, qu'on a du mal à se projeter au-delà même de quelques jours à ce moment-là, en tout cas pour les parents, pour les familles, pour les institutions qu'on a rencontrées, pour les équipes. C'est compliqué de se projeter. Alors même si c'est pas la fin du monde, je veux dire, le Covid, il y a plus grave. C'est pas une guerre en soi comme on connaît par ailleurs, évidemment, il y a plus grave. Ça reste un moment assez dépressif, en fait, dans la population. Ensuite, nous, on parle de l'après 2022. Mais en fait, je pense qu'on pourrait faire printemps 2022 jusqu'à 2023-2024, et il y aurait presque encore une période après, qui est maintenant, comme tu dis, où ça apparaît bien derrière. Mais en tout cas, une fois qu'on a arrêté les mesures, en fait, on a eu du mal à lâcher les mesures. Donc, on parle de cette période-là de l'après-guerre, presque, de l'après-Covid, mais qui n'est pas tout à fait l'après encore. Et qu'est-ce qui se passe, comment ça se reconstruit pour les uns et les autres, comment on se reprojette à nouveau, comment le culturel revient, comment on peut à nouveau se rassembler, comment petit à petit les choses peuvent reprendre leur cours. Oui, tu vois, rien que quand tu retraces tout, je me dis, ah oui, c'est vrai, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et une espèce de dissociation avec le temps dans cette période-là qui est assez impressionnante. Mais bon, j'imagine que c'est un mécanisme de survie aussi pour qu'on continue d'avancer. C'est un mécanisme très sain de refouler aussi. Pas rester coincé là-dedans. Oui. Est-ce que tu peux nous dresser un petit peu un portrait de ce qu'ont pu vivre les gens en fonction des difficultés qu'ils pouvaient avoir? Parce que moi, personnellement, j'avais une maison, j'avais un seul enfant, j'étais enceinte. On était donc 2 adultes pour un enfant qui avait 3 ans ou 2 ans et demi. On n'avait pas de difficultés majeures, on était en télétravail, mais on pouvait s'adapter. On ne faisait pas partie du personnel médical, donc on n'a pas vécu de difficultés intenses comme pourrait y avoir eu d'autres, parce que leur contexte, c'est ça, était différent et difficile. Oui, alors déjà ce livre, il vient dire à quel point les réalités, comme toute réalité, elles sont subjectives. C'est-à-dire effectivement, tout le monde ne l'a pas vécu de la même manière. Évidemment, selon les conditions matérielles, mais aussi les conditions psychiques avant la pandémie. La pandémie, ça a été un révélateur de bon fonctionnement ou de dysfonctionnement qui préexistaient, donc, ou d'inégalités qui préexistaient, etc. Donc, il y a vraiment des vécus subjectifs. D'ailleurs, on peut l'avoir vécu très positivement ou moins positivement, ou de manière très paradoxale et de manière ambivalente, ce qui revient beaucoup dans les récits. Mais voilà, en tout cas, il n'y a pas une façon d'avoir vécu la pandémie, ça c'est sûr. Ensuite, il faut relativiser, c'est-à-dire que la manière dont on l'a vécu en France, ou dont les familles l'ont vécu en France, ou les institutions, c'est pas la même chose que le pays d'à côté, même en Europe. Par exemple, en Italie, il y a eu des confinements beaucoup plus longs, il y a eu des fermetures d'écoles beaucoup plus longues, voilà, avec des femmes qui se sont retrouvées à la maison beaucoup plus longtemps, etc. Mais aussi à l'autre bout du monde, dans des pays en voie de développement, etc. Les vécus n'ont pas du tout été les mêmes et les mesures n'ont pas été tout à fait les mêmes. Donc déjà, ça c'est important de le rappeler quand même. On a été relativement préservés sur un certain nombre de mesures. Après, je dirais que ce qui a peut-être été le plus difficile et ce qui est ressorti quand même très vite dans les chiffres, même sociologiques, c'est évidemment des conditions matérielles moins favorables, des conditions de logement moins favorables, des tout petits logements, avec des familles plus nombreuses, des familles monoparentales aussi. On sait que ça a été vraiment très difficile comme période, pour les familles aussi séparées d'ailleurs, tout court. On sait que ça a été un facteur d'aggravation des inégalités pour les femmes, pour les mères travailleuses et pour les petites filles. Alors ça, c'est des chiffres au niveau mondial, mais donc je pense qu'il faut relativiser au niveau de la France, mais quand même, ça alerte quand même. Ouais, voilà. Tu cites un rapport de l'UNICEF qui explique que les petites filles ont subi encore plus de violences, d'inégalités pendant cette période-là. Oui. On sait aussi que les violences intrafamiliales ont augmenté. Tout à fait. À ce moment-là. Tout à fait. Donc pour certains et certaines, et notamment les enfants, ça a été un enfer, potentiellement, le confinement. Oui. Ça a été un enfer pour certains. Alors, effectivement, les violences, elles ont augmenté dans les foyers où c'était déjà présent, mais ça a augmenté. Bon, là-dessus, les chiffres, ils sont assez alertants, mais ça, quelque part,
il y a quand même eu des réactions gouvernementales assez rapidement par rapport à ces chiffres. Il y a eu des choses qui ont été mises en place. Maintenant, après, je ne sais pas si ça a sauvé toutes les familles parce qu'il y a eu des difficultés persistantes. Voilà. Et après, il y a des violences psychologiques aussi qui se disent moins facilement, qui ont mis du temps à ressortir aussi des foyers. Mmh. Donc, c'est ce qui est aussi difficile dans l'écriture d'une leçon à tirer ou pas, mais enfin, en tout cas d'un bilan, c'est que en fonction de la physionomie de chaque famille, du travail aussi, parce que ça, on l'a beaucoup théorisé, mais le télétravail s'est développé, mais le télétravail, en même temps qu'on garde des enfants, ça s'appelle pas du télétravail, ça s'appelle un enfer. C'est pas gérable, en fait. On peut pas être à 2 endroits en même temps. On fait que nous rabâcher qu'il faut du temps de qualité avec des enfants, mais comment on prend du temps de qualité quand on doit aussi être performant au travail? Donc tout ça, j'imagine que ça a complexifié vos travaux pour pouvoir arriver à avoir une photographie de ce qui s'est passé, puisque on n'était pas tous égaux face à ces mesures gouvernementales. C'est ça. On n'était pas tous égaux. Alors, la complexification, tant mieux. Hein. Nous, on trouve que c'est plutôt aussi bien. Et en fait, on a tellement voulu... Alors, d'abord, on aime mettre des étiquettes, on aime catégoriser. Et on aime les recherches, c'est humain. On aime les recherches très, 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 très carrées, limpides. Et c'est vrai que la science nous aide beaucoup, nous a beaucoup aidés. Les recherches purement scientifiques, développementales, etc. On en parle dans le livre et on cite vraiment un certain nombre de recherches conséquents. Et en même temps, oui, la réalité, elle est bien plus complexe que ça. Et les vécus ont été vraiment très disparates. Et même, ce qui a complexifié, mais ça, c'était vraiment intéressant de le faire ressortir, c'est que, en fait, on s'est aperçu que les récits, ils sont très paradoxaux. C'est-à-dire d'ailleurs, peut-être tu le vois des fois en parlant avec les gens, avec les familles, ou même avec une personne, ils vont te dire, c'était génial le confinement, et en même temps, c'était l'enfer. Alors vraiment, ce paradoxe, il est ressorti, parce que c'est vrai, ça a été... C'était vraiment un phénomène de crise, en fait, majeur, et dans toute crise, il y a des choses extrêmement positives et des choses bien plus délétère. Et ce paradoxe-là, il est ressorti. Après, on pourra revenir sur les écrans et les paradoxes aussi que ça a amené. Bien sûr. Tout à l'heure, je te disais que le président de la République ne s'est pas adressé aux enfants. Pourtant, ça a été le cas dans les pays du Nord. Je me souviens très bien de scène, je crois que c'est en Finlande. La première ministre, je ne sais plus, pardon, j'ai un trou, mais parle directement aux enfants avec un langage approprié, avec une empathie très forte, avec une prise en considération de ce que ça peut être d'être un enfant dans une période de crise. Est-ce que ça a manqué en France? Est-ce que c'est problématique qu'on n'ait pas fait ça? Alors moi, oui, je trouve que c'est problématique. Après, je n'engage que moi. Et voilà. Et en même temps, je sais que ça a été le vécu de nombreuses familles et aussi d'autres psychologues. Alors, on ne s'est pas adressé à eux politiquement, alors qu'on a quand même des organes, aujourd'hui politiques même, qui permettent de s'adresser aux enfants directement. Je pense notamment au Conseil de l'enfance et de l'adolescence, voilà. Et voilà, il y a des choses qui ont été faites en interne dans ce haut conseil, mais voilà, ça n'a pas été en tout cas une demande politique qu'on s'adresse directement à eux. Après, ça a eu des conséquences aussi psychologiques dans les familles elles-mêmes ou dans les institutions. C'est-à-dire que si on nous dit pas ça politiquement, en fait, nous aussi, on parle moins avec les enfants, on leur demande moins ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils pensent. Et quand même, il y a eu quelque chose pendant cette pandémie où je pense que quand même il y avait une injonction à ne pas s'adresser directement aux enfants pour leur demander ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils pensent. Et d'ailleurs, même pour les masques, certains l'ont probablement très bien vécu et d'autres moins bien, tout comme les adultes. Et déjà, c'était presque dangereux en tant qu'adulte de pouvoir dire ce qu'on ressentait. Au sujet des masques, au sujet d'autres choses d'ailleurs. C'était quasiment dangereux. Donc, il y a eu quand même une espèce de tabou de la parole et une difficulté à pouvoir exprimer les choses et à s'adresser à eux directement. Et oui, là-dessus, on a des progrès à faire. Mais encore une fois, la pandémie, c'est un révélateur, c'est un effet loupe. Donc voilà, c'est si ça peut nous aider à prendre en considération le fait que oui, il faut de plus en plus avancer sur ces questions, de s'adresser directement aux enfants et aux parents, et même aux institutions et aux professionnels, notamment de la petite enfance, mais pas que. En fait, ça nous fait gagner peut-être des points de vie sociale. Alors là, on va parler de l'accueil en crèche d'abord, parce que c'est aussi toi ton milieu professionnel dédié.
Tu le décris très bien et je pense qu'on l'a toutes et tous un peu vécu. J'avais une enfant à la crèche à ce moment-là. C'était rempli d'injonctions paradoxales en fait. Et j'entends que les professionnels de la petite enfance, elles étaient perdues. Je dis elles parce que c'est majoritairement des femmes. Accueillir des enfants, comme on sait, il faut créer un lien, il faut avoir de l'empathie, il faut être soutenant, sans les toucher. Des fois, il y avait des choses, elles savaient plus. Avec un masque, avec une distance, isolée en cas de symptômes. Enfin, ça devenait limite dangereux en fait d'être à côté d'un enfant. C'était un peu comme ça qu'on le percevait. Qu'est-ce que ça a entraîné comme conséquence, tout ça ? Alors, peut-être une petite nuance quand même. Elles étaient dans le contact. On leur a pas dit. Je crois que c'est au tout début. Au tout début. Puis après, on a très vite dit, c'est pas possible. Oui. Et puis, quand même, on leur a pas dit, ne prenez pas les enfants dans les bras, etc. Mais on était dans une ère du sans contact. Et le message principal, voire complètement obsessionnel, dans les rues, sur les affiches, dans les messages politiques, dans les informations, je parle de cette infobésité là en permanence où on était abreuvé de messages là-dessus, le message sous-jacent était quand même il faut qu'on soit le moins possible dans le contact. Mais quand même, les professionnels de crèche, pour l'avoir observé, en tout cas dans les crèches où je travaillais à ce moment-là, bien sûr qu'elles ont fait des câlins aux enfants, etc. Après, qu'est-ce que ça te fait quand même de savoir qu'il faut faire attention ? Est-ce que tu vas ramener du Covid à la maison ? Est-ce que c'est dangereux de venir travailler ? Est-ce qu'ils sont vecteurs ? Parce qu'on les a beaucoup pointés du doigt au début quand même comme étant les vecteurs principaux. C'est lourd à porter quand même pour cette génération-là. Donc ça a eu des effets quand même délétères. C'est-à-dire, nous, ce qu'on a décrit, c'est pas une carence du lien ou de la relation ou du contact, comme on pourrait voir dans des cas extrêmes de guerre, par exemple, où là, on sait ce que c'est, par exemple, être en pouponnière, dans des cas extrêmes de guerre, dans des endroits où on sait pas, on n'a pas les connaissances psychologiques, etc. C'est pas ça qui s'est passé. Il n'y a pas eu une carence, mais il y a eu un appauvrissement potentiel du lien et de la relation précoce, notamment sociale, du contact auprès des jeunes enfants. Après, elles ont mis énormément de choses, je dis elles parce qu'on est une majorité de femmes, mais elles ont mis énormément de choses en place pour être le plus possible dans le contact et dans la relation. Bon, ça, c'est au niveau du corps, je dirais, et du contact vraiment physique. Après, il y avait du portage, voilà, etc. Après, on a quand même mis les parents à la porte, entre guillemets. On a régressé de 50 ans avec tout à coup des directives, et pendant très longtemps, pendant plusieurs années, où on accueillait les parents, à la porte. Et donc, ils ne pouvaient plus rentrer dans les locaux. Bon, ça a été une partie de la pandémie. Et ça a eu un impact quand même sur la qualité d'accueil d'un bébé, d'un jeune enfant, du parent, dans des lieux collectifs, alors que là-dessus, on avait largement avancé. On avait quitté l'époque hygiéniste, mais bon, on y est revenu un petit peu rapidement. Ça, c'est une chose. Après, ça a eu un impact sur potentiel, parce qu'encore une fois, c'est du cas par cas quand même. Ça a eu un impact potentiel sur la qualité relationnelle, la vie psychique dans les lieux d'accueil. Parce que quand même, alors, je ne sais pas, ça n'a pas eu des conséquences catastrophiques sur le langage. Là-dessus, les études, elles sont pas alarmistes. En tout cas, le peu d'études dont on dispose, elles sont pas alarmistes. Mais sur le plaisir au langage, nous, c'est là-dessus qu'on a vraiment insisté. On s'est dit très vite, attention. C'est-à-dire, être dans le langage, entrer dans le langage, avoir du plaisir à être dans le langage, avoir du plaisir à être en lien avec des adultes quand on est un jeune enfant, c'est pouvoir bénéficier d'un maximum de palette émotionnelle, de vie psychique chez l'adulte qui est en face de nous, de richesse des échanges. Et là-dessus, il y a eu un appauvrissement potentiel. Voilà. Donc en fait, on ne sait pas trop si ça a eu des conséquences si néfastes. Mais tu parles d'appauvrissement, donc c'est quand même un terme assez fort. Est-ce qu'il y a eu des phobies qui se sont déclenchées ? Est-ce qu'il y a eu des troubles très particuliers pour les jeunes enfants ? Est-ce que le monde extérieur a fait peur, tu vois, pour tous ces petits qui étaient entre 0 et 3 ans à ce moment-là ? Ça a eu quoi réellement comme impact sur leur vie à eux ? Alors, on a vu des symptômes apparaître pendant les années Covid, et je différencie ça des symptômes qu'on a vus apparaître après. Pendant les années Covid, et notamment dans les tout débuts, on a vu des symptômes apparaître, mais qui sont des symptômes, en fait, le jeune enfant, il l'exprime
sa souffrance avec une palette de symptômes qui sont un peu toujours les mêmes, mais ils veulent pas tous dire la même chose. C'est-à-dire il y a des causes différentes derrière. Par exemple, sur le comportement, au niveau psychosomatique, au niveau éventuellement du langage, pour ceux qui parlent, au niveau du sommeil, évidemment, de l'alimentation, etc. Donc ça, c'est ces moyens d'expression, en fait. Donc voilà, pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà. Donc on a vu des choses très transitoires. Moi, je peux parler de ce que j'ai vu, mais on l'a vu, d'autres collègues pourraient témoigner d'autres symptômes, et puis les recherches parlent de différentes choses. Ce que moi, par exemple, j'ai vu, c'est des bégaiements apparaître de manière très transitoire. Hein. Ça, c'est vraiment résolu avec le temps et avec un travail psychique même léger. Mais en fait, et puis ça peut apparaître pendant le développement d'un enfant normal, mais moi, j'en ai vu de manière plus conséquente à ce moment-là. C'était pour ces enfants-là, je crois, une manière de dire « Oh là là, ça déraille un peu ». Ou même ça se répète un peu, tu vois. Une journée sans fin. C'est ça. Et en fait, je parle de ces cas-là notamment dans le livre. C'est-à-dire que tout à coup, en creusant avec les familles disaient « Mais non, mais c'était formidable le confinement, je comprends pas, tout allait bien, etc. » Et puis en creusant, on se rendait compte que l'enfant, il s'était lavé les mains, mais toute la journée, du matin au soir, et qu'en fait, on avait infiltré des idées de peur sur la contagion possible, etc. Et voilà. Et donc, on déconstruisait un peu les choses, on amenait d'autres éléments, on accompagnait un peu la famille, l'enfant reprenait sa vie normale et ça allait mieux. Voilà. Donc moi, j'ai vu des troubles du langage à ce niveau-là. On a quand même vu des décalages de langage ou des troubles du langage pour certains, mais qui ont pu se résorber après pour certains, quand les conditions n'étaient pas trop défavorables avant ou par la suite, même dans les familles. Mais quand même, les écarts se sont creusés, on en a parlé. On a vu beaucoup de troubles du sommeil, parce qu'évidemment, les jeunes enfants, tout comme les adultes, ils étaient très perturbés dans leur possibilité de réguler leur rythme circadien, d'accéder suffisamment au jour, à l'extérieur, de se défouler, de vivre des choses, des expériences au niveau motrice, social, etc. Et donc de pouvoir s'endormir correctement le soir. Ouais, non, mais c'est clair, tu dis ça, je suis en train de me dire, mais c'est sûr, on sortait pas, on voyait pas le soleil, la lumière du jour. On le voyait 1 heure par jour, voilà, entre guillemets. Et en plus, tu le dis, c'est qu'il y a certaines familles qui ont respecté tellement à la lettre, qui étaient tellement stressées, qui ne sortaient même plus. Tout à fait. Qui ne profitaient même pas de l'heure qu'on avait dans un rayon de 1 kilomètre, je sais plus ce que c'était, ce qu'on avait le droit. Oui, c'est ça. Et donc, qui sont vraiment restés en vase clos dans une peur de l'extérieur. Oui. Ça, les enfants, ils le ressentent aussi. Oui, c'est ça. En vase clos. Et vraiment, je te le dis, sur des familles qui moi j'en ai vu en consultation après même en libéral, etc., qui te disent mais c'était le moment le plus extraordinaire de notre vie pour certaines. Et ceci dit, c'est un peu vrai. C'est-à-dire qu'il y a eu des ressources déployées même autour de la capacité à jouer avec leurs enfants. Tout à coup, c'était un temps qui s'arrêtait où elles jouaient avec leurs enfants, ce qui n'arrive jamais dans une vie normale de 2025 où tout va à 100 à l'heure. Donc, il y a eu des choses formidables. Mais c'est peut-être une des conséquences qu'on peut évoquer, c'est qu'il y a eu quand même une infiltration, un petit peu de difficulté. Pour reprendre le mot Covid, on disait c'était aussi une forme de pulsion de mort tout à coup qui s'infiltre, même quand tout va bien, quand le reste fonctionne. Il y a eu des infiltrations, des choses qui tout à coup, des trouées, des choses qui fonctionnent moins bien et qui peuvent apparaître dans des symptômes plus tard. Voilà. Et qu'on essaye de décrypter. Donc ça, c'était pendant les années de la pandémie. Il y a eu évidemment des dépressions, même chez les jeunes enfants, etc., des symptômes dépressifs, etc. Pas chez tous, bien sûr, attention. Chez les parents, des burn-out, etc., parentaux, dans les institutions, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on voit plus, je dirais, parce que ça va mieux, on respire, le Covid, ça s'éloigne, bien heureusement, etc. Voilà, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les traces de ces infiltrations. C'est-à-dire dans des symptômes qui sont les symptômes de tous les jours. Ça peut même être dans une forme d'hyperactivité chez un enfant, etc. Tous les symptômes qu'on rencontre aujourd'hui, etc. ou autres, on peut se questionner à un moment donné sur les traces du Covid. Parmi plein d'autres choses, parmi plein d'autres choses qui nous sont arrivées, plein d'autres choses qui arrivent dans la société, qu'est-ce qui fait que les enfants d'aujourd'hui qui ont grandi, pour certains qui rentrent au collège aujourd'hui, de la génération des jeunes enfants du Covid, qu'est-ce qu'il y a comme trace de cette période-là ? Alors là, on s'est focalisé sur les tout petits, le 0-3 ans.
tu le dis quand même, il y a aussi eu du très positif puisque ça a permis aux familles de passer du temps avec leurs enfants sans être dans une vie à 100 à l'heure. Et c'est vrai que quand tu l'expliquais, je me souviens que moi, ce premier confinement, je l'avais trouvé très doux et aussi très joyeux dans le sens où j'avais pas cette injonction à devoir travailler et à être... tout le monde était au ralenti. Tout le monde avait pu poser un petit peu les valises, sauf évidemment le personnel médical, ou en tout cas jugé nécessaire. Et donc pour nous qui pouvions rester à la maison, il y avait quand même cette lenteur, cette douceur de pouvoir partager des moments avec nos enfants qu'on n'avait pas dans une autre, dans d'autres circonstances. Et c'est vrai que quand ça s'est terminé, moi j'ai eu un petit peu de j'ai pas envie de repartir dans cette vie qui va vite et de plus avoir autant de temps avec ma fille. Alors je dis ça, j'en avais qu'une. Maintenant que j'en ai 3, je pense que j'aurais souffert différemment d'en avoir eu 3 à ce moment-là. Mais tu vois, j'ai eu ce sentiment très ambivalent de c'était agréable. Oui. Bizarrement. Oui. Et j'ai le premier, je vous dis vraiment le premier. Oui. L'enchaînement après, c'était dur. Mais tu vois, cette pause qu'on a pu avoir, moi, j'ai trouvé que ça avait fait du bien, en fait, à ma relation à ma fille aussi. Oui, c'est une des bonnes leçons du confinement. Et ça, tu le sens dans les familles? Il y en a qui ont pu tirer profit de ça? Oui, clairement. Moi, pendant le confinement, je me disais, c'est fou, on est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Je me disais, même, je pensais à la matrescence, et je me disais, mais en fait, peut-être un jour, on parlera de confinescence, tu vois, de vraiment quelque chose, d'une transformation profonde, quand même, de soi. Évidemment, on l'a vu à tout âge, et pour même des gens qui ont changé de vie. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup derrière. Oui. Beaucoup de déménagements dans le sud. C'est ça. Beaucoup de reconversions aussi professionnelles. On a aussi vu des gens qui travaillaient moins après, qui ne voyaient plus le sens au travail, etc., etc. Mais peut-être que c'est un bien de questionner la société dans laquelle on vit avec quelque chose de complètement fou, de trop accéléré, et notamment pour les jeunes enfants. C'est-à-dire que le temps des tout petits, c'est prendre son temps en fait. C'est un temps surtout pas accéléré. Donc là-dessus, moi j'ai vraiment vu des familles qui avaient tiré profit de ça, qui avaient changé leur mode de vie, alors avec les télétravail ou pas, mais en tout cas qui ont changé leur façon d'être parents, qui se sont ajustés aux enfants. On a vu des enfants revenir à la crèche après le confinement, qui avaient fait des bons développementaux. Pas tous, hein. Encore une fois, c'était très précieux que les lieux d'accueil restent ouverts pour certaines familles notamment, mais quand même, on a vu les effets positifs, les changements de cap, les changements de vie, les changements de rythme. Et là-dessus, on a beaucoup parlé de l'essentiel et du non-essentiel, avec quelque chose d'un peu violent politiquement, parce que tout à coup, dire aux gens ce qui est essentiel et pas essentiel, clairement, là, on a touché au symbolique et à quelque chose qui était très violent pour les gens et qui faisait pas sens, justement. Mais par contre, je crois que beaucoup de familles, beaucoup de personnes ont trouvé leur essentiel grâce à ces années-là. Oui, c'est un travail, comme tu dis, on a changé après. Donc, quand tu parles là de matrescence ou de patrescence ou du coup de Covid. Non, comment tu dis? Covid. Non, de confinescence. De confinescence. Fait qu'on est obligé de se questionner sur, le sens de la vie. En fait, on a eu du temps aussi pour réfléchir, mine de rien, pendant ces périodes-là, et pour ralentir et pour creuser tu parlais du sens, qu'est-ce qui est important ou pas, quelle valeur on accorde à notre famille ou non, au travail. Ça a bouleversé, ça c'est sûr, les organisations des familles, plus que n'importe quelle autre entité, non? Oui. Le Covid. Des familles. Alors après, moi, j'ai une pensée très forte. Tout à coup, je pense que ça vient pas pour rien, mais aux personnes seules, quand même, pendant le Covid, tu vois, notamment célibataires. Bon, quand même, je ne sais pas si c'est les familles qui ont été le plus bouleversées ou les gens seuls ou les personnes âgées. Il y a eu le plus de reconfiguration, tu vois, recalibrage de qu'est-ce qui est important ou pas dans la façon de gérer la famille, d'être en famille. Tout à fait. Bon, bien sûr, les personnes seules. Oui. Ça a dû ou les personnes âgées, tu vois. Mais oui, en tout cas, les familles, c'est sûr, elles ont eu en plus, une famille, c'est quand même, c'est un groupe. Donc, il a fallu réorganiser le groupe. Réapprendre à vivre ensemble, Apprendre à vivre ensemble, H24. Le couple parental, quand il y avait un couple, a dû vraiment s'organiser ou se réorganiser complètement différemment selon si l'activité continuait ou pas, en télétravail ou pas, qui s'arrêtait, qui continuait, des inversions de rôle parfois, etc. Et puis, dans la fratrie aussi, ça voulait être tous ensemble, ça voulait dire être tous ensemble matin au soir. Voilà, donc oui, ça a bouleversé pas mal de choses. Alors, on s'est intéressé chez la toute petite enfance. Si on pense aux enfants en âge d'aller à l'école, donc déjà dès la maternelle, à 3 ans,
Est-ce que là, en revanche, on a un peu plus d'études, de répercussions, même je veux dire scolairement, sur ce que ça a généré comme problématique ou non, hein, Oui. les confinements, le port du masque, les isolements dans les cours de récré. Enfin, il y avait vraiment quand même tout un cérémonial autour de l'école qui était très particulier. Oui. Alors, encore une fois, il y a eu peu d'études scientifiques et maintenant, on a quand même quelques études qui apparaissent. Ce qu'on peut se dire, c'est déjà que, encore une fois, il y a une accélération des inégalités et donc par exemple, les enfants qui étaient déjà en difficulté scolaire, ça s'est accentué et ils ont eu du mal à récupérer ce décrochage scolaire quand même, notamment du confinement. Donc ça, on le sait. Après, il y a quand même eu des choses qui ont continué dans les écoles, comme on le disait, etc., et qui font que c'était pas forcément catastrophique pour tout le monde. Mais voilà, les disparités ont augmenté et quand on avait déjà du mal à s'accrocher scolairement, ça a augmenté. Après, concernant le port du masque, si on parle là-dessus, parce que je pense aussi à d'autres effets, mais on en reviendra après. Concernant le port du masque, les études disent que ce n'est pas catastrophique, que par exemple, si on se penche sur le nombre de mots prononcés, il y a des études vraiment sur le nombre de mots prononcés dans une classe au moment où on porte un masque. Bon, là-dessus, les études ne sont pas catastrophiques. Elles disent même qu'il y avait peut-être une profusion verbale supplémentaire. Alors peut-être aussi parce qu'il y avait une étude en cours et que les gens faisaient attention, mais comme si on voulait s'assurer que l'enfant ait le message, etc. Bon, ça c'est une chose, mais c'est quand on se fixe sur le nombre de productions vraiment verbales. Voilà. Sur la lecture, on sait que pour les enfants qui fonctionnaient bien, ça n'a pas eu d'impact, ou très peu. Pour les enfants qui étaient déjà en difficulté ou vulnérables, ça a accentué les difficultés. Voilà. En fait, à chaque fois, ça a creusé un écart avec des enfants qui étaient déjà dans la difficulté et ils n'ont jamais pu rattraper cet écart. C'est ça. Alors, c'est là où ça a été catastrophique, en fait. Voilà. Et c'est là où tu sais la difficulté que c'est. Alors, un enfant qui est déjà avec un diagnostic, qui a un handicap, peut-être qu'on va y faire plus attention. Et quand même pendant les années Covid, même avec les protocoles, les politiques disaient attention à ces enfants-là quand même. On pouvait voir écrit quelque part en petite ligne ce mot-là. Maintenant, un enfant vulnérable, ça peut être plein de palettes différentes, pas identifiées au moment de l'école, etc. Donc, tous ceux qui n'ont pas eu le diagnostic, ceux qui n'ont plus eu leur suivi classique, qui n'ont plus eu accès aux soins, qui ont été isolés au final. Donc, ou dont on n'avait pas encore décelé les difficultés, ou qui n'ont pas une étiquette, un diagnostic pur, tu vois. Tu sais, la difficulté que c'est parfois. Ou même psychiquement qu'elle n'est pas très bien à ce moment-là, ça peut entraîner une vulnérabilité, en fait. Tous les élèves, enfants qui étaient un peu en marge, n'ont pas bénéficié de ce qui est déjà parfois un système qui est poreux, on va dire, pour les aider et les accompagner. Là, vraiment, pour eux, ça a été une scission très forte, en fait. C'est ça. Il y a eu un avant-après. C'est ça. Il y a eu un avant-après, ou en tout cas un creux. C'est vraiment, comme je dis souvent, le Covid, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vide. C'est-à-dire vraiment, quand il y avait un creux quelque part, vraiment, on a chuté à ce moment-là. Voilà. Dans un certain nombre de situations, en tout cas. Après, voilà. Sinon, alors, je pense qu'on manque encore d'études et de recul. Ça fait pas si longtemps, finalement, qu'on est sorti de cette période-là, avec tous les aménagements dans les cours de récré, dans les cantines, dans les classes. On n'est pas encore... ça fait 3 ans, quoi, même pas. C'est ça. Et puis, alors, si on reste sur le masque, mais on pourra revenir sur les protocoles, pour avoir parlé du livre dans un certain nombre d'occasions, là, il y a des maîtresses, des orthophonistes qui nous disent des choses, ou des professionnels de CMP, CMPP, etc., qui nous disent des choses qu'ils ont observées dans leurs consultations. Et aussi, en fait, ces professionnels-là, ils font des espèces de mini-statistiques au quotidien, en fait, parce qu'ils voient tellement d'enfants que ils ont un échantillon important. Ils nous disent, attention, par exemple, moi j'ai vu des enfants qui positionnaient leur langue pas tout à fait comme il faut depuis cette période, etc. Quand ils parlent, voilà, il peut y avoir des effets observés, et notamment par les maîtresses ou les maîtres d'école, qui pourraient être importants de mettre à jour, je pense, aujourd'hui, ou de mieux comprendre aujourd'hui quand même. Après, pour tout ce qui est protocole, ce que nous on a vu, ce qu'on observe et ce qu'on pense, il n'y a pas eu non plus un nombre d'études très important là-dessus, mais c'est que ça a eu des conséquences psychiques quand même là aussi, de mettre les parents à la sortie d'école, d'avoir, je rappelle dans le livre, on avait des sens de circulation
Il faut quand même se revenir à cette époque, avec des marquages au sol qui sont encore là parfois dans certaines écoles ou dans certains lieux, des sens de circulation, ne pas pouvoir se croiser, ne pas pouvoir faire des fêtes d'école pendant plusieurs années, de pas, entre camarades, pouvoir échanger sans le masque, si on parle vraiment que de l'école, de pas voir son enseignant avec son visage en entier pendant plusieurs années, etc. Ça a eu des conséquences psychiques et pour les professionnels de travailler dans ces conditions-là, je crois qu'on n'est pas au bout de la compréhension de à quel point ça agit psychiquement quand même et pas toujours positivement. Moi, je me souviens de ma fille qui avait 3 ans, qui est rentrée à l'école, qui avait jamais vu sa maîtresse sans le masque, évidemment, et quand on lui a montré une photo du trombinoscope avec sa maîtresse sans le masque, elle m'a dit « Mais c'est qui ?» C'est ta maîtresse. Mais pour elle, ça ne pouvait pas être la même personne. Elle n'avait jamais vu le bas de son visage, en fait. Elle ne savait pas à quoi ressemblait sa maîtresse. Oui. Et ça m'avait perturbée de me dire « Mince, c'est dur ». Je sais que la situation le demande, mais c'est dur quand même pour les enfants. C'est comme nous, on a eu un temps d'adaptation psychique en voyant certains visages. Ta bouche, ton nez sont comme ça. J'avais pas imaginé ça. C'est vrai qu'on a tous eu ça. D'ailleurs, nous, au début, on se disait, mais oh là là, quelle horreur, les masques pour les bébés, etc., notamment. Et en fait, les bébés se mettaient à pleurer quand on retirait les masques. C'était à ce moment-là qu'ils pleuraient. On se disait, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait. Et leur normalité n'était plus la normalité qu'on connaît, nous. Voilà, c'est dur tout ça pour eux. Enfin, je dis pas que c'est dur parce que j'entends très bien le côté sanitaire et de protection, mais tout à fait. Mais il y a un pendant à ça, il y a forcément des conséquences à ça quand c'est H24 et tout le temps. Parce que c'est ce que tu dis aussi dans le livre, c'est que c'est pas problématique le port du masque quand c'est de temps en temps dans des circonstances très particulières, puisque il y a des enfants qui sont confrontés à ça à l'hôpital. Oui. Ils sont en chambre stérile. Tout à fait. Mais là, le contexte anxiogène, obligatoire, de peur, a ajouté qu'il y a une dimension particulière. Oui, c'est ça. Et puis, alors c'est vrai que c'est bien que tu parles de l'hôpital parce qu'il y a aussi des chapitres du livre sur l'hôpital. Parce que même à l'hôpital, ça a été bouleversé et il y a eu des régressions. Donc, avoir un enfant hospitalisé à ce moment-là ou un bébé prématuré, c'était pas tout à fait la même chose pendant ces années-là. Et aujourd'hui, il y a encore des conséquences dans les services hospitaliers qu'avant 2020. Voilà. Bon, ça c'est une parenthèse, c'est une chose, mais c'est vrai qu'on nous a beaucoup dit pendant ces années-là, quand on en parlait, on nous a beaucoup dit, mais attendez, les enfants malades, ils supportent ça, ça arrive de vivre avec les masques, et puis dans certaines populations, certaines cultures, on porte les masques tout le temps, voilà. Bah oui, mais enfin bon, ils n'étaient pas malades tous, enfin voilà, qu'est-ce que ça veut dire que de demander aux enfants ? Même si, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ces situations-là et pour en avoir vu beaucoup, j'ai travaillé à l'hôpital, etc. Voilà, c'est évidemment que quand il n'y a pas le choix, on y va. Mais il y a un coût psychique à toute mesure de restriction sociale. Tu parlais de l'hôpital et on ne l'a pas trop abordé, mais c'est vrai que moi, j'ai été enceinte en 2020, en 2021. Les suivis de grossesse, c'était très particulier. Oui. L'exclusion à chaque fois du deuxième parent. Il y a eu beaucoup d'accouchements traumatiques, beaucoup d'abus et de violences obstétricales, il faut quand même le noter. Ça a eu une conséquence pour les bébés à venir, parce que je ne sais pas si on a eu des études, est-ce qu'il y a plus de dépression postpartum, tu vois, à ce moment-là? Est-ce que ça a eu des conséquences sur la santé mentale des parents? Oui. De donner la vie dans un moment où on parle beaucoup de mort, quoi. Oui, alors encore une fois, avec des choses très disparates, différentes, plurifactorielles, pluriformes, etc. Les études montrent aussi qu'il y a des mamans et des papas, malgré les restrictions majeures parfois, et surtout dans la toute première période, dans les maternités, et pour les échographies, etc., malgré ces mesures-là, ça n'a pas été catastrophique pour tout le monde. Ça a pu avoir été une période un peu bénie. C'était juste avant, et pour certains, au moment de l'arrivée du congé paternité. C'était avant, oui. Voilà, c'est juillet 2021. Voilà. Donc, en fait, il y a eu quelque chose d'assez exceptionnel à ce niveau-là aussi, qui a pu être bénéfique à la maison. Maintenant, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a eu des parents qui ont pu bénéficier d'un congé paternité-maternité plus long, dans une période où ils n'auraient pas pu normalement, et donc être dans des conditions plutôt optimales pour accueillir un nouveau-né. C'est ça. Pour certains, ça s'est traduit comme ça et c'était génial pour eux. C'est ça. Ok. Il y a eu quelque chose vraiment de bons souvenirs et d'un bon nid pour accueillir le bébé. Après, il y a des vécus et des études aussi qui montrent que
Non, ça a été une violence majeure, en tout cas même, surtout dans les tout débuts, encore une fois, là, les mesures, elles se sont assouplies au fil du temps. Mais il y a eu vraiment quelque chose d'une violence fondamentale que de dire le papa vient pas à l'échographie ou le coparent ne vient pas à l'échographie, il vient à peine à l'accouchement. On accouche avec le masque. On accouche avec le masque. Moi, j'ai des mères qui m'ont raconté, qui vraiment ont très mal vécu. D'autres qui n'ont même pas pensé à ça. Donc, c'est vrai que ça dépend des vécus. Sur le moment, t'es tellement dans autre chose. Bon, voilà. Mais quand même, quand on y pense, ne pas pouvoir respirer à ce moment-là, ou pas bien respirer, c'est quand même limite. Voilà. Et puis, pas ou peu de visites à la maternité. Enfin, pas de visites pendant tout un temps. Ça, ils l'ont gardé dans plein de matières, oui, en vrai. Oui. Parce que c'est aussi parfois pour protéger la maman et pas être sursollicitée. C'est ça. Donc, il y a quand même aussi eu des ajustements derrière. Déjà, c'est pas si mal, finalement, si on peut les entourer un peu mieux. Ça fait partie du côté bénéfique et des bonnes leçons. Et il y a beaucoup de mères qui ont trouvé que c'était quand même un soulagement. Et puis, on a gardé un certain nombre de mesures. Il y a eu aussi des chiffres sur la prématurité qui montrent qu'il y avait une diminution des accouchements prématurés, notamment pendant le confinement. Ah, c'est notable en plus. Il y a une grosse diminution des bébés prématurés à ce moment-là. C'est ça. Ce qui montre aussi que potentiellement, on disait notre rythme de vie est un peu intense. C'est ça. Sur les facteurs de stress sont peut-être un peu trop nombreux. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais c'est sûr qu'accueillir un bébé dans des circonstances pareilles, et tu le dis, je pense aux parents qui ont accueilli en mars-avril, où c'était tout le début, ils venaient de vivre une grossesse normale et d'un coup tout change du jour au lendemain. Ça a dû être un choc assez violent à encaisser. Oui, pour certains, et surtout ceux qui étaient seuls ou isolés de leur famille, parce que on en parle beaucoup, l'importance de la famille et la famille élargie, en fait, aussi autour de la naissance d'un bébé. Donc, il y avait des gens qui avaient leur famille très, très loin. Et puis, injonction paradoxale, c'était quand même au même moment que les rapports sur les 1000 premiers jours. Alors, le rapport n'était pas encore remis, mais les travaux, il y avait des travaux en cours. On sait l'importance du relationnel autour des parents qui vont avoir un bébé. Donc là, il y a eu quand même quelque chose, on sait que ça a été une certaine violence. Et pour répondre à ta question, les chiffres de la dépression postnatale ont augmenté effectivement pendant cette période. En tout cas, un certain nombre d'études le montrent. Ce qui paraît logique. Oui. Si on est honnête. Oui. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de faire le choix d'accoucher à la maison, et donc on n'a pas vécu toutes ces problématiques avec le corps, les personnels soignants, puisque la sage-femme à la maison, elle est seule, donc c'est encore différent. Mais j'imagine même pas d'avoir son plan de naissance chamboulé du jour au lendemain et de se sentir seule et vulnérable dans un moment si particulier et si intense. Oui. Ça a dû quand même... je sais pas, j'ai une pensée à chaque fois pour ces femmes, parce que c'est des moments de vie que tu as envie de vivre dans la joie, ou en tout cas, si tu es dans une équipe parentale, en équipe parentale, et pas d'être isolée et stressée, parce que tu racontes un exemple où la mère, elle se réveille le lendemain de la naissance et elle est un peu dans le gaz, évidemment, où elle a fait un cauchemar, et la première chose que l'infirmière arrive et lui dire « Mettez votre masque !» Il n'y a plus d'empathie, il n'y a plus de place pour comment vous allez, quoi. C'est ça. C'est tout, on ne parle que de virus et de microbes et plus de psychique. C'est ça. Il y a une obsession virale qui est beaucoup trop importante. Alors, on peut le comprendre, évidemment. Sur le moment, on n'aimerait pas être à la place de ceux qui prennent les mesures, etc. Mais quand même, on a très vite senti qu'il y a eu quelque chose d'obsessionnel, alors qui est très important sur le plan scientifique. Il ne faut pas du tout remettre en question, d'une part, la gravité du virus. Tu l'as dit, mais je le redis, il ne faudrait pas penser qu'on minimise, y compris pour les jeunes enfants. C'est arrivé qu'il y ait des cas graves, et aussi pour les parents, les femmes enceintes qui ont eu le Covid et tout ça. Maintenant, il y a quand même eu une obsession du purement médical, du purement viral et du purement scientifique, comme si plus tout le reste devait à peine exister. Et moi, j'aime bien citer François Ansermet, qui est un professeur de pédopsychiatrie suisse, et qui dit « Une pandémie, c'est un phénomène sociétal et un petit peu médical. » Parce qu'en fait, il y a un tel impact sur une société qu'il faut vraiment, mais vraiment le prendre en compte dès le début. Et aussi la définition de la santé de l'OMS, qui est quand même la santé physique et psychique, elle a été très peu prise en compte dès le début de la pandémie.
Depuis 2020, justement, hein, tu le montres et il y a eu beaucoup d'articles sur ce sujet-là, que tous les indicateurs concernant la santé mentale sont en hausse sur les problématiques, la fragilité de la santé mentale sont en hausse dans toutes les catégories de population, tous les âges. À quoi c'est dû ? Est-ce que ça a été une mise en lumière ? Est-ce que ça a été un accélérateur ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un avant-après ? Oui. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vraiment, dans la tête des gens, il y a un avant-après Covid, dans les représentations, même quand les gens parlent de leur travail, de leur famille, d'eux-mêmes, souvent, tu vas entendre depuis le Covid. C'est comme ci ou c'est comme ça, etc. Donc, il y a un avant-après Covid, visiblement, manifestement. Et voilà, alors ta question, elle était à quel sujet exactement ? Est-ce qu'il y a eu une répercussion ? Est-ce que c'est le Covid qui a généré plus de problématiques de santé mentale ? Oui. Ou est-ce que ça a mis en lumière la problématique de santé mentale ? Alors, au niveau de la santé mentale, on sait que les chiffres, ils étaient déjà là, au sens où les personnes qui allaient mal, c'était déjà, par exemple, si on prend les adolescents, puisqu'il y a des chiffres qui sont sortis qui sont très alertants à ce niveau-là, et notamment pour les adolescentes, voilà, on sait que ça allait déjà mal et que, en tout cas, ça se dégradait déjà avant le Covid. Après, il y a eu un effet, nous on dit que c'est une caisse de résonance, le Covid, c'est-à-dire tout à coup, il y a eu un effet d'augmentation majeure, un effet loupe et un effet crash qui fait que ça s'est vraiment accéléré à ce moment-là. Mmh. Voilà. Et après, on sait aussi que déjà, on alertait sur les systèmes de soins en France, notamment, et sur le manque de systèmes de soins, de prévention et thérapeutique, et notamment pédopsychiatrique, et notamment les structures publiques. Et ça, tout le monde alertait déjà bien avant le Covid, et que depuis le Covid, avec l'explosion de la demande et des besoins, on est face à des difficultés majeures. Mmh. Alors au final, on en parlait toi et moi juste avant, c'est un mal pour un bien dans le sens où, enfin, on parle de santé mentale. C'est vrai. Au final. C'est vrai. Il y a vraiment eu aujourd'hui, quand tu dis le avant-après, je pense que aussi c'est lié à ça, c'est que c'est devenu un sujet majeur. Oui. D'ailleurs, il y a eu le grand plan de Emmanuel Macron sur la santé mentale, c'est l'année dernière, je ne sais plus où c'est cette année. Donc, il s'est passé quelque chose. Oui, il s'est passé quelque chose. Alors, je pense que c'est plurifactoriel, là encore, mais on était prêts dans la société, probablement, à en parler plus. On avait besoin d'en parler plus. Mais voilà, oui, effectivement, si on peut voir l'effet positif, c'est quand même ça. C'est qu'on peut en parler, on ose en parler, on a des chiffres, et voilà, il faut y aller maintenant pour les moyens. Tu sens une différence, toi, dans ta pratique ? Est-ce que même les parents sont un petit peu plus réceptifs au fait qu'il y ait des psychologues en crèche, ou que travailler sur la santé mentale, c'est moins tabou ? On est encore dans du tabou en France, mais oui, c'est une évolution. Oui, tu vois, je me l'étais pas dit comme ça, et j'ai entendu une psychologue qui en parlait, notamment, qui travaille en crèche, une collègue, elle en parlait l'autre jour. Je crois que oui, il y a eu un changement. Les gens sont moins réticents à aller voir un psy. Jusqu'à il y a quelques années, et peut-être avant le Covid, aller voir un psy, c'était un peu dire qu'on est fou, ou que tout va mal, ou que même dire qu'on est fou, c'était complètement honteux, etc. Voilà, je crois que les gens viennent plus volontiers voir les psys quand même. Mmh. Pour les bébés nés 2020 jusqu'à 2022, est-ce que tu dirais que c'est une génération qui est différente ? Est-ce que ces bébés-là qui sont nés précisément dans un contexte différent, parce que du coup, ceux qui sont nés en 2020 ont 5 ans maintenant, on peut voir des choses, ou on n'a pas d'études, on ne sait toujours pas ? Alors, pour les bébés vraiment nés entre 2020 et 2022, je ne saurais pas te dire des généralités. C'est vraiment, on n'a pas d'études qui attestent de ça, en tout cas pas à ma connaissance. On ne peut pas l'observer comme ça, mais peut-être tu vas pouvoir m'en dire quelque chose aussi, ce que tu as observé toi. Après, ce qu'on peut se dire, et ce qui ressort en tout cas dans moi, les enfants, les familles que je vois, et il y a un petit biais quand tu es psychologue, donc je peux pas parler de la généralité, puisque forcément ils viennent me voir, c'est qu'à un moment donné, ça va un petit peu moins bien, même si on les a observés aussi en crèche ou à l'école. C'est quand même qu'ils ont, je dirais, ils ont vécu ce paradoxe à la fois présence-absence des parents, présence-absence de l'école, de l'école, pas des bébés justement, mais du collectif en tout cas, donc de la crèche ou du lieu d'accueil ou de la famille élargie. Et donc, ils peuvent, à la fois, ils ont été très stimulés pour certains, et en même temps en manque de contenance à certains moments.
dans certaines périodes, ne serait-ce que parce que les parents ont été préoccupés à un moment donné ou voilà, ont pu décrocher. Et en même temps, il y a eu énormément de présence et de stimulation. Enfin voilà, il y a ce paradoxe-là. Et donc, ça donne des troubles psychologiques un petit peu hétérogènes. Ok. Voilà. Et des manifestations un peu hétérogènes dans la présence à soi et la présence aux autres. Dans ma capacité à me construire dans mon identité et en même temps à être ancrée, etc. Et à me développer sereinement, correctement, etc. Et en même temps, ma capacité à être en lien, qui peut être un petit peu... on peut être un peu décontenancé parfois par ces bébés-là qui ont grandi. Pas par tous, mais pas pour tous, attention. Mais je te dis ça parce que j'ai 2 de mes filles qui sont nées 2020-2022, mais j'entends souvent autour de moi dire « Ah, mais les bébés 2020 aussi, oui, c'est plus compliqué, ils sont plus intenses, ou ils ont plus... » Je sais pas. Oui, émotionnellement aussi. Voilà, émotionnellement, où ils sont différents. Toujours des gens qui font les comparatifs. Et je me suis toujours demandé, est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment des études ou est-ce que ce sera dans 10 ans qu'on saura ça est-ce qu'on sera capable de dire si ça a eu un impact sur eux ou pas, vraiment, comment Parce que c'est sûr que c'est pas la même chose de naître dans cette période, ou ceux qui sont nés un peu avant d'ailleurs, que ces bébés dans ce contexte particulier. Et ma dernière question, c'est est-ce que justement, on n'est pas des parents, nous les parents qui avons eu des enfants dans cette période-là, plus stressés, plus anxieux ou différents parce qu'on a vécu des moments extraordinaires dans le vrai sens du terme? Oui. Alors, plus stressés, je ne sais pas. Encore une fois, ça dépend des familles. Au contraire, il y en a qui ont réussi à renouer avec l'essentiel. Maintenant, ça a été quand même un facteur de stress supplémentaire, encore une fois. Et moi, je pense que c'est un facteur à prendre en compte dans le burn-out parental qu'on peut observer par moment, ou les difficultés conjugales, parentales, etc. Et dans les institutions, les burn-out professionnels aussi qu'on rencontre, notamment dans les métiers du care et du soin et de la petite enfance. Après, j'aime bien que tu dises, nous, les parents, avec les bébés Covid, etc. En fait, on a beaucoup hésité sur le titre du livre et on disait, faut pas mettre de catégories et d'étiquettes. Et en fait, les parents eux-mêmes nous ont beaucoup dit, mais non, mais nous, on se reconnaît entre nous, la génération. Oui, les parents des bébés Covid, on est les parents du Covid, et voilà. Et peut-être qu'il y avait aussi un besoin de reconnaître cette identité-là. Et le fait que les parents sont passés par là à ce moment-là et que c'est en soi, c'est un petit peu exceptionnel. Dire qu'on va le retrouver dans les chiffres ou dans les études, je ne sais pas si ça va être aussi clair que ça. Et en plus, parce qu'on a beaucoup manqué de la richesse de la recherche. Voilà. Mais je pense que rien que si on en parle comme ça, c'est que ça compte et qu'il y a une différence. C'est vrai. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'on a moins de recherche parce que les portes étaient fermées. Oui. Du coup, il y a forcément eu des choses qu'on a ratées pour pouvoir mesurer, comparer. Et puis, c'est en plus des études très particulières quand c'est la psychologie humaine et il faut que ce soit sur le long terme. Il y a plein de choses à prendre en compte. Dans une France confinée, c'était pas simple. On a quand même une étude épidémiologique qui est sortie en 2025, je crois, début 2025 ou fin 2024. On a pu la prendre en compte dans le livre, on était contents, qui est quand même une étude qui a été justement menée en France suite au confinement pour voir l'effet de la santé mentale sur les jeunes enfants. Et donc, on avait les 6-11 ans, on avait les chiffres. Et on vient juste d'avoir les chiffres pour les 3-6 ans. Et donc, il y a effectivement, je crois que c'est 13% à peu près de troubles du comportement ou de difficultés psychologiques chez les enfants de 3 à 6 ans. Donc, on commence à avoir... En plus ou de d'habitude ou non, on a juste vu catégorisé à ce moment-là. Okay. Voilà. Et on a lié en partie avec les effets du Covid quand même. Est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour clore cet épisode sur le Covid? Alors, je pense qu'on n'a pas tant parlé des écrans que ça. C'est vrai, on n'a pas du tout parlé des écrans. Alors, on va peut-être pas ouvrir tout un chapitre, mais je me dis que c'est intéressant qu'on en ait peu parlé. C'est vrai que tu le dis, qu'on a changé notre rapport aux écrans, notre façon d'interagir, en fait, c'est faite par écran interposé, et notamment avec des enfants. Oui. En fait, je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'on arrive à questionner politiquement la place des écrans, et notamment pour les jeunes enfants, et même pour les plus grands, c'est quand même une des conséquences du Covid aussi. Alors, du Covid et du numérique, parce que comme on le dit dans le livre, il y a la révolution pandémique et la révolution numérique. Elle est arrivée en même temps. Donc, puis on arrive à l'intelligence artificielle, etc. Donc, c'est pas le Covid lui-même, mais tout ça est arrivé en même temps. Et donc, c'est à la fois ce qui nous a sauvés,
les écrans. Je sais pas quelle pandémie on aurait vécu sans pouvoir rester en lien les uns aux autres, sans pouvoir continuer à travailler. Moi, j'ai fait des consultations, évidemment des téléconsultations qui maintenant se poursuivent aujourd'hui. Enfin, ça a révolutionné quand même des formes de soutien aussi. Et en même temps, on voit bien l'effet paradoxal là aussi et ce que ça a pu infiltrer comme difficulté, et notamment dans les foyers, et notamment pour les jeunes enfants, etc. Donc voilà, on a à prendre en compte en tout cas ce qui s'est passé là pendant ces années Covid. Et aussi le rapport des parents avec les écrans. Oui. Moi, je suis très honnête, je sais qu'à un moment, c'était... elle avait 2 ans et demi, mais elle regardait 1 heure de Choupi ou je sais pas quoi. Parce que c'était ma babysitter, en fait. Voilà, ça me permettait de travailler pendant 1 heure de manière très concrète. Est-ce que ça a eu des conséquences sur le long terme, ou est-ce que vraiment les parents ont clos ce chapitre-là ? J'ai pas l'impression, parce que je sais que c'est un vrai sujet, hein, les écrans aujourd'hui. C'est un vrai sujet de fond. Alors après, évidemment, les parents, ils ont repensé les choses un petit peu autrement après. On a beaucoup déculpabilisé les parents aussi, parce que, enfin nous en tout cas, parce que, en fait, oui, effectivement, il y a des parents qui nous ont raconté le nombre d'heures passées de leurs bébés ou leurs enfants devant les écrans. Mais on leur a dit, mais ils ont réalisé après coup, en fait, et il y en a, ils en pleuraient. On a dit, mais attendez, mais vous avez fait ce que vous avez pu. Puis on vous a laissé là vous débrouiller avec vos enfants. D'ailleurs, on vous donne des conseils sur les écrans, sur comment être de bons parents, faire de la gym à la maison et compagnie, faire ceci ou cela. Mais vous n'aviez pas 50 moyens pour amener une richesse culturelle, relationnelle, collective à ce moment-là. Donc, et respirer les uns les autres et travailler pour certains. Donc, c'est important de déculpabiliser, mais c'est vrai que, voilà, après, il y a des parents, ils sont revenus là-dessus après, ils ont changé leur fonctionnement. D'autres ont gardé des habitudes, et c'est vrai qu'il faut faire attention. Parce que le temps d'écran a explosé. Le temps d'écran a explosé. Mais pour nous, les adultes aussi. Oui, exactement. Exactement. Il faut savoir se remettre en question là-dessus, clairement. Moi, je le vois, hein, le avant-après, personnellement, dans mon usage, même des réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, c'était vraiment un endroit où il y avait ce que tu dis, cette communauté, ce lien qu'on n'avait plus en physique. Oui. Et je crois qu'on a toutes et tous eu cette réadaptation de dire après, de voir les gens en vrai, de voir des visages en vrai, plus à travers un écran ou des filtres d'ailleurs, de retourner dans cette humanité qu'on n'avait plus et où c'est facile d'aller sur son écran. C'est beaucoup plus dur de nourrir un lien humain. Oui, bien sûr. Après, comme tu le dis, hein, c'est à nous de faire attention à ça. Et la première chose, c'est que les bébés, les jeunes enfants, ils nous imitent. Donc, c'est ce que j'allais dire. Du coup, on a quand même une bonne responsabilité. Grosse responsabilité. Je crois que là-dessus, c'est important qu'on s'interroge, nous. Oui, parce que c'est un fait de pointer du doigt le fait que oui, les enfants passent trop de temps devant les écrans, on commence à avoir des études, du recul. Mais nous, en fait, on n'est pas les meilleurs exemples. Oui. Moi, des fois, ma fille vient me voir dire « Maman, pose ton téléphone, je te parle. » Oui, pardon. Je suis contente que tu puisses me le dire, mais c'est bien normal que tu doives me le dire. Je pense qu'on a du mal à se remettre en question nous-mêmes sur notre utilisation des écrans. Oui. Tu le vois aussi, toi, que les parents s'en rendent compte aussi ? Oui. Que ça a pris plus de place ? Alors, un certain nombre de parents s'en rendent compte, sont bien informés. Il y a quand même des politiques de prévention, etc., même dans les lieux d'accueil, etc. Après, encore une fois, ça a accéléré et ça a renforcé les inégalités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toucher toutes les populations. Il y a des populations, si tu leur fais la leçon de morale, que tu amènes la politique de prévention, etc., en fait, ça ne sert à rien. Voire c'est pire, ça les fait fuir. Parce qu'en fait, les familles font comme elles peuvent aussi avec les moyens qu'elles ont aujourd'hui. Voilà, donc nous, on a surtout vu qu'il fallait vraiment penser la manière d'accompagner les familles. Et surtout pas trop pointer du doigt, culpabiliser, etc. Et voilà, après, il y a plein de gens qui se rendent compte quand même et qui essayent de faire attention, mais c'est une vraie addiction pour nous aussi. Donc voilà, c'est la première chose contre laquelle il faut lutter, c'est chez les adultes. Merci, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai que parfois, on n'arrive pas à se regarder en face sur ces thèmes-là et on est les premiers à subir déjà parce que ça nous pose problème à nous et à pas donner le bon exemple. Oui. Et on le voit dans les jeux d'imitation. Le portable est apparu dans les jeux d'imitation. Je vois ma fille se prendre en photo avec des faux portables. Je suis là, oui, elle fait des selfies, très bien, parce qu'elle me voit le faire avec elle. Bon, c'est mignon, mais ça en dit beaucoup sur ce qu'il nous voit faire. Un modèle d'identification.
Merci beaucoup Marine De pour toutes ces précisions. Je pense que tu vas permettre à plein de parents de se sentir vus, entendus, écoutés et reconnus dans ce qu'ils ont pu vivre pendant cette période. Parce que on manque cruellement de remise en perspective et de prendre le temps de se dire ok, on a vécu tout ça ensemble en fait. Et c'était pas facile. Merci à toi de laisser la place à ce sujet. Vraiment, c'est précieux pour nous. Je dis pour nous, pour le collectif d'auteurs. Merci beaucoup. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Matrescence. Merci infiniment pour votre soutien. Si vous voulez découvrir de nouvelles pépites, n'hésitez pas à aller sur le site www.lamatrescence.fr. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter qui sort tous les vendredis. Rendez-vous également sur le site pour pouvoir vous inscrire. Ensuite, vous devez vous abonner sur votre plateforme d'écoute pour pouvoir recevoir les notifications. C'est ce qui fait grandir ce podcast. Merci infiniment et continuez de partager ce savoir autour de vous. Je sais que c'est comme ça que beaucoup des auditrices et des auditeurs ont découvert ce podcast. Alors un grand merci. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.